Vous avez dit le colon ne voulait pas remettre le corps de Matua parce que défiguré, c'est par crainte des soulèvements, des mouvements. Oui, parce que Matsua, 1942, c'est une figure très, très importante, non pas seulement au Moyen-Congo, mais dans toute l'AEF. N'oublions pas que le, le mouvement que Matsua crée ne s'appelle pas l'Amicale des ressortissants du Congo, ça s'appelle l'Amicale des ressortissants de l'AEF. N'oublions pas aussi que Matsua, à un moment donné, dans les années 30, il est le fugitif le plus recherché de France et de Navarre. Et donc, redonner son corps, c'était un peu peut-être contribuer, selon le colon, à, euh, à faire en sorte que ce mouvement-là puisse encore grandir et encore plus d'écho. Parce que imaginez-vous, par exemple, la tombe de Matsua pouvait être un lieu où les Un lieu de fidèles de Matsua pèlerinage, pouvaient un par peu, exemple, oui. voilà, un Oui. lieu de pèlerinage. Et donc, pour cette raison, on veut empêcher que ça soit un lieu de pèlerinage, on ne veut pas redonner le corps, qui a aussi une dimension mystique chez les Congos, eh bien, on l'enterre de façon en catimini. Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs de Télar TV, j'espère que vous allez bien et merci d'être avec nous dans ce numéro de Droit de Savoir. Avec moi sur ce plateau, le professeur Charles Didier Gondela. Vous êtes professeur d'histoire de l'Afrique et des études afro-américaines à Indiana University aux États-Unis. Vous êtes également auteur de plusieurs articles et de plusieurs ouvrages, dont celui que nous allons aborder aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur notre plateau, professeur. Bonjour, je suis absolument ravi de faire partie de ce programme et de votre invitation. Merci infiniment. Je vous en prie, professeur, et merci donc d'être avec nous sur ce plateau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si vous nous rejoignez pour la première fois sur Télar TV, soyez également le bienvenu. Je suis Christian Perrin. Professeur Charles Didier Gondola, j'ai dit, nous allons parler de votre ouvrage intitulé Matsua vivant, un ouvrage volumineux de 36 chapitres. Ma première question, c'est de savoir pourquoi s'est intéressé à ce personnage et y avoir finalement consacré 20 ans de recherche. En bref, Matsua fait partie de mon cercle intime, c'est-à-dire un peu quelque part de ma famille, dans le sens où ma mère est née à Fort-Lamy en 1935. C'est une fille de déportés, puisque son père, donc mon grand-père qui s'appelait Jacques Biani, était infirmier à l'Institut Pasteur. Et en 1933, il a été déporté au Tchad avec sa petite fille qui avait 2 ans, qui s'appelait Caroline. Et ma mère, donc, est fille de déporté. Elle est née à Fort-Lamy en 1935. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que quand je faisais ma thèse en France dans les années 90, je me suis rendu aux archives d'outre-mer qui se trouvent à Aix-en-Provence. Euh, Aix-en-Provence, à l'époque, en fait, je travaillais sur un travail un peu d'histoire sociale et culturelle qui s'appelle Ville Miroir, publié en 1996. C'est une histoire un peu très intime de Brazzaville et de Kinshasa, les deux capitales les plus proches au monde. Et donc, dans les archives d'Aix-en-Provence, je découvre donc une lettre écrite par le docteur Vaucel, qui était le directeur de l'Institut Pasteur. Il écrit ça au lieutenant-gouverneur du Moyen-Congo pour essayer un peu de défendre un membre de son personnel, qui est donc Jacques Biani, pour démontrer un peu son intégrité et surtout le fait qu'il était indispensable pour le fonctionnement de l'Institut Pasteur. Et donc, malgré cela, mon grand-père a été déporté au Tchad en 1933. Donc, et quand je suis tombé sur cette lettre, alors j'ai commencé un peu à m'intéresser au personnage de Matsua et à tout ce mouvement qui a été créé en Afrique équatoriale française par Matsua durant l'entre-deux-guerres. Et alors, vous y avez consacré, comme je l'ai dit tout à l'heure, 20 ans de travaux. C'est un personnage, d'ailleurs, au départ, vous dites une jeunesse obscure d'un visionnaire.
N'est-ce pas paradoxal, non? C'est un peu paradoxal parce que Matsua est très peu connu. C'est un visionnaire. Moi, je dirais, après avoir lu des biographies, l'un de mes biographes favoris, c'est Stefan Zweig, qui a écrit, comme vous le savez sans doute, la biographie de Marie-Antoinette et d'autres personnages historiques. Je crois que Matsua, c'est quelqu'un qui est né avant l'heure. C'est quelqu'un qui qui a été méconnu par son époque et qui a été méconnu plus tard, en effet, quoi. Mais il est porteur d'un message que les gens n'ont pas compris à l'époque parce il est né trop tôt et il n'a pas pu être reçu par une époque qui ne l'attendait en fait pas, quoi. Donc c'est un personnage qui fait irruption dans l'histoire, qui fait irruption dans un environnement politique et social qui ne l'attend pas parce qu'il a un message qui est vraiment trop en avance par rapport à ses contemporains. Alors, lorsque vous commencez à ces travaux-là, c'est-à-dire cet ouvrage que vous avez finalisé, bien entendu, Matsua vivant, est-ce que vous aviez conscience que cela vous prendrait 20 ans ou c'est en travaillant que finalement, au fur et à mesure, que vous vous rendez compte que le puzzle était un peu plus difficile à rassembler? En fait, de façon préliminaire, j'avais écrit un article déjà, je pense que ça a été publié peut-être en 1998 ou peut-être un peu plus tôt, comparant un peu le matsuanisme au kimbanguisme. Essayer un peu de montrer aux gens les similarités, mais aussi beaucoup plus de différences entre ces deux mouvements. Mais la biographie de Matsua, je l'ai véritablement attaquée en 2000, l'année 2000, parce que j'ai bénéficié d'une bourse de recherche d'un institut qui se trouve au sein de mon université qui s'appelle le Centre de philanthropie. C'est devenu depuis là une école, c'est l'école de philanthropie. Et donc, cette bourse m'a permis de faire plusieurs voyages au Centre des archives d'Aix-en-Provence et surtout de pouvoir faire microfilmer les archives d'une série particulière, d'un fonds particulier qui s'appelle GGF AEF 5D. Et donc, cette série en papier Bible partait en lambeaux et ça représentait 500 mètres d'archives microfilmées et qui m'ont donc fourni en fait le fil d'Ariane dont j'avais besoin pour déambuler un peu dans le labyrinthe de la vie de Matsua, quoi. Donc, je crois que déjà pour pouvoir consulter et pour pouvoir éplucher 50 mètres d'archives microfilmées qui représentent 20 000 pages, ça prend beaucoup de temps. Je vous ai entendu parler du matsuanisme et du kimbanguisme. Les deux courants sont des courants religieux. C'est vrai qu'on va peut-être inverser la pyramide avant de parler, bien sûr, de Matsua lui-même et de sa philosophie politique. Je pense qu'il faut d'abord faire une distinction. Avant même de faire la distinction entre kimbanguisme et matsuanisme, il faudrait faire une distinction entre amicalisme et matsuanisme. L'amicalisme, c'est le versant politique du combat de Matsua que beaucoup de gens embrassent au pool, que ça soit les écrivains, entre guillemets, de Brazzaville, que ça soit aussi les chefs de terre et les chefs de tribus dans le pool et dans d'autres régions, embrassent ce mouvement d'éveil, ce mouvement d'émancipation, ce mouvement d'unité, ce mouvement panafricain. Ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Mais maintenant, après l'internement de Matsua au Tchad à Antimam en 1929, il reste au Tchad pendant très longtemps, jusqu'en 1935, lorsqu'il s'évade et repart à Paris. Il y a déjà un peu un mouvement religieux qui naît parce qu'on pense que Matsua est mort au Tchad. On commence un peu il y a un petit culte de Matsua qui s'installe, notamment dans le Pool. Et après sa mort en 1942, véritablement, on peut dire que le matsuanisme est né. Et le matsuanisme, c'est le versant maintenant religieux qui est un peu déconnecté du combat politique de Matsua. Donc voilà pourquoi je crois que on doit absolument faire cette distinction entre amicalisme d'un côté et matsuanisme de l'autre. C'est quoi la différence entre matsuanisme et ceux dont on appelait dans notre enfance les corbeaux? Je ne sais pas si vous avez une idée sur ça.
Justement, les corbeaux, ce sont les matsouanistes. Donc, ce sont les matsouanistes qui s'affublent d'un vêtement noir en signe de deuil, mais qui croient aussi que Matsua est un messie qui va revenir. Et donc, ça, c'est né à partir de 1942. Et je crois que le problème fondamental qui s'est passé, c'est que Matsua a été, ça c'est mon opinion d'historien, quelqu'un qui a travaillé sur les archives et sur cette question pendant plus d'une vingtaine d'années. Matsua a été sans doute torturé en prison à Miami, torturé par la France parce que Matsua, c'est un individu qui était insaisissable. Il s'est évadé à plusieurs fois de prison. Il voulait sans doute s'évader et donc il a été torturé. Il était sans doute défiguré, méconnaissable. Et lorsqu'il est mort, au mois de janvier 1942, la France, les autorités françaises n'ont pas voulu rendre son corps à sa famille, à ses fidèles. Ils ont préféré l'enterrer en catimini et rapidement. Et je crois que c'est parce que dans les coutumes Bakongo, pour pouvoir pleurer un mort, il faut que le corps soit présent. Quand le corps n'est pas là, la mort ne peut pas être attestée. Et donc, je pense que cette question a fait que le mouvement un peu matsouaniste est né parce que tant qu'on ne voit pas le corps, on ne peut véritablement pas confirmer la mort et la disparition de Matsua. Donc, il y a plusieurs scénarios qui sont nés. Oui, Félix Eboué l'a fait évader. Il est parti en Guadeloupe, il est parti en Guyane, il est parti en France avec le général de Gaulle. Ils sont en train de préparer la libération de l'Afrique équatoriale française. Il y a toutes ces histoires-là qui ont été, ces mythes, je dirais, qui ont été élaborés, qui ont été échafaudés. Ça fait partie vraiment de la mythologie de Matsua. Est-ce que c'est ce qui fera dire donc à Fulbert Youlou, c'est-à-dire lorsqu'il rentre de la France, lorsqu'on lui pose la question de savoir s'il a vu Youlou, il a hésité. C'est ce que vous rapportez d'ailleurs dans le chapitre que vous intitulez « Voter pour les eaux ». Voter pour les eaux, vote Yabilisi, c'est-à-dire que à partir d'un moment donné, les gens se rendent compte que Matsua fait le plein des voix, notamment dans le Poul, mais dans d'autres régions aussi. Il y a une forme de récupération qui se crée parce que pour pouvoir avoir le vote du Poul, notamment, qui est une région peuplée, qui est une région assez importante du Moyen-Congo, il faut absolument exhiber ce que moi j'appelle le talisman de Matsua. Matsua mobilise. Et donc, ce qui se passe, c'est que Fulbert Youlou se rend en France, il a absolument besoin des voix des gens du Poul, eh bien, il déclare qu'il a vu Matsua et que Matsua Est-ce que réellement il l'avait vu ou non? Jusqu'à ce jour, je pense qu'il y a des gens qui pensent que Matsua n'est pas mort en 1942. Évidemment, comme il y a ceux qui pensent aussi qu'il n'est pas encore mort, parce que il y a une chanson comme ça que moi j'ai en fait entendu quand j'étais encore tout jeune, où on disait Matsua n'est pas encore mort, il est encore quelque part. On chantait ça d'ailleurs en Ari. Kambota Matsua va Murondele, quoi, Louis le Kokwakena. En fait, il est encore vivant. Et voilà pourquoi je pose la question. Et certainement que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de jeunes croient encore que Matsua serait vivant quelque part. Exactement. Pendant la conférence nationale, par exemple, la conférence souveraine, nationale souveraine, je crois que un activiste congolais qui s'appelle Mbiki de Nanitelamio, à qui j'ai eu justement l'honneur de parler, m'a dit qu'il était absolument convaincu que Matsua était mort, effectivement, mais dans les années 80, peut-être ou 80 sans doute, en Guadeloupe. Sa tombe se trouve en Guadeloupe, et M. Mbiki de Nanitelamio demandait à la conférence nationale le rapatriement de la dépouille de Matsua, de la Guadeloupe ou de la Martinique, je ne sais pas, des Antilles vers le Congo. Donc voilà, il y a des gens, par exemple, qui ont dit voir Matsua en rêve. J'ai interviewé des gens qui m'ont dit qu'ils voyaient Matsua qui venait en rêve. Donc il y a toute cette dimension mystique-là des croyances que l'on ne peut pas rejeter simplement comme ça, même en tant qu'historien, en tant que quelqu'un qui a une logique, un peu rationnelle. Je ne rejette pas ces croyances, j'essaye d'expliquer pourquoi elles existent. Et comme je vous l'ai dit, elles existent parce qu'il y a eu ce malentendu à propos du corps de Matsua qui, selon moi, a été brutalisé, a été véritablement martyrisé et ne pouvait plus être redonné
aux populations du Poul, et donc de ce malentendu, de ce drame, ce que j'appelle le drame de Mayama, est né un peu le matsouanisme, cette attente mystique, messianique de Matsua, qui aussi, il faut le dire, fait partie aussi de ce lignage prophétique qui existe dans la culture Congo, que ça part de Francisco Kassola, de Mafuta Fumaria, Chimpavita évidemment, et puis dans la période coloniale, nous avons quelqu'un comme Simon Kimbangu, nous avons Simon Mpadi, nous avons Simon Toga en Angola, etc. Et donc ça participe de ce mouvement messianique, parce que je crois que le peuple Congo est toujours dans l'attente d'un messie. Vous avez dit le colon ne voulait pas remettre le corps de Matsua parce que défiguré, c'est par crainte des soulèvements, des mouvements. Oui, parce que Matsua, 1942, c'est une figure très, très importante, non pas seulement au Moyen-Congo, mais dans toute l'AEF. N'oublions pas que le mouvement que Matsua crée ne s'appelle pas l'Amicale des ressortissants du Congo, ça s'appelle l'Amicale des ressortissants de l'AEF. N'oublions pas aussi que Matsua, à un moment donné, dans les années 30, il est le fugitif le plus recherché de France et de Navarre. Et donc, redonner son corps, c'était un peu peut-être contribuer, selon le colon, à faire en sorte que ce mouvement-là puisse encore grandir et encore plus d'écho. Parce que, imaginez-vous, par exemple, la tombe de Matsua pouvait être un lieu où les fidèles pèlerinage, par exemple, oui. Voilà, un lieu de pèlerinage où ils pouvaient aiguiser ce que James Scott appelle les armes des faibles. Et donc, pour cette raison, on veut empêcher que ça soit un lieu de pèlerinage, on ne veut pas redonner le corps, qui a aussi une dimension mystique chez les Congos, eh bien, on l'enterre de façon en catimini. Alors, on va revenir donc sur l'homme, ses premiers pas, sa naissance. Il est né où, quand, et qui sont ses parents, sa jeunesse? Sa jeunesse est justement obscure. Voilà pourquoi j'appelle ce chapitre-là la jeunesse obscure d'un visionnaire. Il est né dans le Poul, dans le district de Kinkala, Manzakala, c'est là où il est né en 1899. Il est né un 13 janvier. Et donc, il grandit dans cette ambiance, dans cette atmosphère du Poul. Le Poul se trouve à l'ombre de Brazzaville, qui est vraiment la grande ville. Et donc, Matsua grandit, va à l'école, il fait le catéchisme à l'école urbaine de Brazzaville. Il est catéchiste, revient à Brazzaville et travaille pour le service des douanes. Et en juillet 1922, Matsua, certaines personnes disent à l'aide des francs-maçons de Brazzaville, décide donc à l'âge de 23 ans de se rendre en France, en passant évidemment par Kinshasa, parce que le chemin de fer Congo-Océan n'existe pas encore. On est obligé de passer par Kinshasa, qui s'appelle à l'époque Léopoldville. De là, il va vers Matadi, où il passe quelques temps en tant que docker. De Matadi, il s'embarque pour aller à Dakar. À Dakar, il arrive au mois de novembre 1922 et quitte Dakar au mois de janvier 1924 pour aller où? Pour aller se battre sous le pli du drapeau français dans une guerre qui est une guerre sale. Il n'y a pas de guerre propre. Une guerre très sale, une guerre d'arrière-garde un peu, où la France commet ce qu'on appelle une boucherie. C'est la boucherie du Rif, où les Rifins, qui sont des Marocains, sont nationalistes, patriotiques, veulent débouter les Français de leur pays. Et donc la France utilise du gaz moutarde, des armes absolument disproportionnées par rapport aux armes de Abdelkrim, qui est donc le leader des Rifins. Et donc, c'est une contradiction dans la vie de Matsua. Matsua participe à une guerre coloniale contre un peuple, le peuple marocain, qui veut sa libération. Et lui-même, c'est aussi quelqu'un qui veut la libération de la race noire et notamment la libération dans l'AEF. Donc, il y a cette contradiction. Donc, il se bat au Maroc et ensuite, il est démobilisé, il se rend à Marseille.
où il passe quelques temps, et puis de Marseille, il rejoint Paris, où il arrive en 1925. Et dans sa vie professionnelle, vous avez dit qu'il a eu à faire quelques autres petits travaux. Vous avez parlé même d'être docker. Et quand il arrive en France, là-bas, il est comme quoi? C'est juste un pèlerin qui arrive en France, C'est un noir à Paris. un touriste, un Non, noir à pas du Paris. tout un touriste. C'est un noir à Paris, mais c'est déjà un noir qui a une vision. Comme je l'ai dit auparavant, Matsoi, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui est venu un peu avant l'heure, quelqu'un que l'on n'attendait pas, quelqu'un qui s'est donné une mission. Je vous ai parlé de Dakar parce que c'est très important dans la formation intellectuelle un peu politique de Matsoi. Matsoi passe plus d'une année à Dakar. À Dakar, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un député noir, c'est Blaise Diagne, qui deviendra maire tout juste après que Matsoi quitte Dakar. Il voit des Noirs qui sont français, parce que dès 1916, grâce à la loi Diagne, il y a beaucoup de Sénégalais dans les 4 communes de Rufisque, Gorée, Saint-Louis et puis Dakar qui ont justement, à qui on confère la citoyenneté française. Il voit une ville, Dakar, qui est moderne, qui a beaucoup de ressources par rapport à Brazzaville, que l'on considérait à l'époque d'ailleurs comme un peu le Cendrillon de l'Empire français en Afrique. Mais donc, pourtant, c'était bien la capitale. C'était pourtant la capitale de l'AEF, mais Brazzaville, vraiment par rapport à Dakar, il y avait une différence énorme au niveau des ressources. On a l'impression que les ressources qui viennent de la métropole affluent vers Dakar, et à partir de Dakar où elles sont utilisées, il y a un petit filet seulement qui continue au sud vers Brazzaville. Donc Brazzaville vraiment ne bénéficiait pas d'autant de ressources que Dakar. C'était un peu la parente pauvre de l'Empire français. Et donc, c'est ça. Si les Sénégalais sont français, pourquoi pas les Aéfiens? Et donc, c'est très intéressant que quand Matsoi quitte Dakar, le Sénégal, en janvier 1924, pour se rendre donc à Casablanca, et il est mobilisé au front au sein de ce qu'on appelait à l'époque les tirailleurs sénégalais. Matsoi se fait passer pour sénégalais. Il ne s'appelle d'ailleurs pas Matsoi, il s'appelle Diouf. Il s'appelle André Diouf. Et donc, il s'affuble de beaucoup d'identités. Ça, c'est aussi Matsoi. C'est quelqu'un qui très intrépide. Vraiment, sa vie est une vie très rocambolesque. Et donc, pour revenir à votre question, il arrive à Paris, c'est un noir à Paris, il a très peu de connexions, il y a très peu de noirs à Paris à l'époque, en 1925, quand Matsoi y arrive. Surtout très peu encore de noirs qui viennent de l'AEF, c'est-à-dire de l'Afrique centrale. Beaucoup de noirs qui sont à Paris à l'époque, ce sont des gens qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, notamment les Sénégalais dont nous avons parlé. Mais très rapidement, Matsoi se tisse un réseau. Pas seulement au sein de la petite communauté africaine, mais il se tisse un réseau aussi au sein de l'élite française, de l'élite panafricaine qui se trouve là-bas, des Antillais, par exemple, Jules Alcandre, qui sera l'avocat de l'Amicale que Matsoi crée en 1926, un ami aussi personnel, Maurice Satino, qui est l'éditeur d'une revue qui s'appelle La Dépêche africaine. Matsoi a des amis comme Paul Renaud, qui sera l'avocat de l'Amicale, qui, sous la Troisième République, sera ministre des colonies. Plus tard, il sera même, je crois, vice-président du Conseil sous la Quatrième République. Il y a plein de gens. Il y a Guernu, qui est aussi une figure principale de la gauche française à l'époque, Louis Dossé, plein de gens. C'est absolument incroyable. Les directeurs de la Samaritaine, du Bon Marché, des Galeries Lafayette, ainsi de suite. Mais également aussi de ce qu'on appellerait des petites gens, des gens ordinaires, parce que Matsoi travaille comme comptable à l'assistance dans plusieurs hôpitaux, plusieurs hôpitaux à Paris. Il travaille en tant que comptable, comme je le dis, donc il fréquente un peu le milieu ouvrier français, mais aussi l'élite française. Et c'est ça, justement, cette versatilité qui lui permet vraiment de pouvoir lancer son combat, quoi. Il est au Hall, par exemple, les gens ne savent pas, mais Matsoi vend au Hall
il a un petit commerce qu'il fait au Halles que Zola appelle le ventre de Paris. C'est un commerce de tout ce qu'on lui envoie d'Afrique. On lui envoie plusieurs produits d'Afrique, parce qu'il a une clientèle à Paris qui est intéressée à des petits articles faits en ivoire, des peaux de serpents, de peaux de fauve, etc. Et puis voilà, il fait ce commerce-là au Halles. Et puis en échange, il envoie des vêtements, par exemple, et puis des dictionnaires, des ouvrages de français, de grammaire. Vous dites qu'il envoie des vêtements au Congo et c'est ce qui lui aurait valu d'être appelé par le premier sapeur. Je me rappelle encore de Rafa Bounzeki qui le nomme comme le premier sapeur congolais. Je suis absolument d'accord avec ça. Je suis absolument d'accord. Matois, c'est l'un des premiers dandys congolais. C'est un sapeur. Certaines photos que j'ai de lui, vous le voyez, il est très bien sapé. Certaines photos, par exemple, d'André Bikuta, d'autres Congolais qui sont là-bas à Paris à l'époque, Maurice Loubaki, par exemple, ce sont des sapeurs à l'époque déjà. Donc la sape remonte à très, très loin. Ce n'est pas un phénomène récent, c'est pas un phénomène colonial. Même, je dirais, avant la colonisation, dans le Congo d'Iantot, il y a déjà on voit déjà un peu ce début de la sape avec la rencontre entre les Congos et les Portugais. Alors, vous avez parlé des nombreux contacts qu'il a eu dans sa vie, notamment avec tout le monde pratiquement. Vous avez parlé des Sénégalais, des Français. Mais pourtant, au niveau du Congo, on semblait l'identifier comme étant, j'allais dire, un tribal, quelqu'un un peu trop attaché à son monde local. Pour vous dire vrai, le tribalisme au Congo est une création des Français. C'est une création du colon français en réaction au mouvement panafricain, au mouvement d'union nationale, si on peut dire, que crée Matois. Ça s'appelle donc l'Amicale des originaires de l'Afrique équatoriale française. Pour briser ce mouvement qui se répand en AEF comme un feu de brousse, les Français ont utilisé plusieurs tactiques. Mais à la fin, ils se sont rendus compte que la seule façon d'arrêter ce qu'ils ont appelé la gangrène, parce que l'amicale, sa propagation, ils ont utilisé un peu cette métaphore un peu virale, c'est une gangrène qu'il faut absolument arrêter. Pour arrêter cette gangrène, il faut séparer les races, parce qu'on les appelle à l'époque les races. Donc, on sépare les races du Nord des races du Sud, on sépare les Batéké des Balari, et même au sein du groupe Congo, du grand groupe Congo, on veut absolument séparer les Bansundi, les Bakongo et les Balari. Donc, Matois n'a aucune fibre tribale ou ethnique. D'ailleurs, son bras droit, qui s'appelle Balou Constant, ce n'est même pas un Lari, c'est un Gabonais, c'est un Vili. Ténard Kiélé, qui est justement l'un des responsables de la 5e section de l'amicale à Brazzaville, parce que la 5e section, c'est celle de Brazzaville, c'est un Téké. Donc, Matois, il rassemble tous les enfants du Congo, de l'AEF. Mais le tribalisme d'un nationaliste, alors. C'est pas tellement un nationaliste comme tel, je dirais, mais c'est plutôt un panafricain. C'est vraiment un panafricain. Et je trouve intéressant la trajectoire un peu de cette amicale qu'il crée en 1926, parce que ça s'appelle, quand il l'a créé, ça s'appelle l'amicale des originaires de l'Afrique équatoriale française. Mais quand le mouvement arrive au Congo, justement après qu'il envoie les 2 délégués, Balou Constant et Pierre Nganga, voyant le danger de ce mouvement qui veut ratisser large, ratisser partout en AEF, les colons vont réduire ça à sa dimension la plus exiguë, à une sorte de peau de chagrin qu'ils appellent l'affaire Balali. Ou bien on appelle ça des fois, j'ai trouvé ce mot affreux dans les archives, le balalisme. Comment est-ce qu'on part
de l'Afrique équatoriale française au balalisme. Donc, c'est ça, en fait, la stratégie utilisée par les Français pour un peu limiter la propagation de ce qu'ils appelaient la gangrène en le réduisant à sa plus simple expression de l'affaire balalisme. Alors que Matoua est beaucoup plus grand. Au-delà même de l'AEF, c'était un panafricain. Et donc, on peut circonscrire son combat, sinon sa philosophie politique, en étant un panafricaniste ou vous avez dit qu'on ne peut pas le réduire à un nationaliste. Il était un panafricaniste, c'est cela. Matoua, c'est un panafricaniste parce que, d'abord, en France, il côtoie des gens qui ont comme dénominateur commun la promotion de la race noire, la défense de la race noire. Il y a la Ligue universelle de la défense de la race noire de René Maran et de Tuvalu Ueno. Il y a Lamine Senghor qui est là. Beaucoup de gens, ses amis sont des Antillais, etc. Il a une vision un peu panafricaine. Il se rend compte que les problèmes que nous avons tous les mêmes problèmes aux quatre coins de l'Atlantique. Qu'on soit dans les Antilles, qu'on soit au Sénégal, qu'on soit en Afrique centrale, on a les mêmes problèmes. Et ce même problème-là, c'est le code de l'indigénat, c'est l'oppression des compagnies concessionnaires, de ce capitalisme racial naissant. Et donc, Matoua veut combattre cela. Et donc, pour moi, c'est ça sa vision panafricaine. Sa vision panafricaine, c'est la promotion de l'homme et de la femme noire. Mais est-ce que donc on peut parler de quelqu'un qui était à la tête des mouvements de libération, c'est cela? Absolument. Matoua, c'est quelqu'un qui veut libérer la race noire. Mais il veut libérer la race noire dans un cadre, parce qu'on ferait de l'anachronisme en disant que, ouais, mais pourquoi est-ce que Matoua ne voulait pas l'indépendance de l'AEF en 1926, lorsqu'il crée son mouvement? Pourquoi n'a-t-il pas demandé l'indépendance immédiate? Alors, en 1926, ne tombons pas dans le piège de l'anachronisme. En 1926, il y a très peu d'activistes noirs qui demandent l'indépendance. C'est pas possible, on peut pas être indépendant en 1926. C'est plus tard, je veux dire, le discours de l'indépendance et de l'émancipation totale, c'est un discours qui est un discours après la Seconde Guerre mondiale, après 1945. Mais durant l'entre-deux-guerres, ce que l'on veut, c'est il y a certaines personnes qui veulent l'assimilation, par exemple. Ce groupe-là, ça se trouve. Mais il y a d'autres personnes qui veulent absolument l'amélioration des conditions des indigènes. Ils veulent absolument abolir le code de l'indigénat. Ils veulent associer les indigènes et les Africains à l'administration des colonies, et ainsi de suite. Mais le cheval de bataille, c'est véritablement la citoyenneté française. Oui, mais est-ce que c'est pas un contraste dans le même temps, on veut se faire panafricain, mais on revendique aussi dans le même temps la citoyenneté française, n'est-ce pas paradoxal les deux? Mais si votre perception ou définition de la citoyenneté française, c'est une définition contemporaine, alors là, vous ne pourrez pas comprendre le combat de Matoua. Dans les années entre deux guerres, la citoyenneté française, pour Matoua, c'est un peu comme cette citoyenneté romaine en 2212 après Jésus-Christ. Nous avons un empereur romain qui s'appelle Caracalla, qui décide d'étendre la citoyenneté romaine à tous les habitants de l'Empire romain. Avant cela, les gens qui bénéficient de la citoyenneté romaine, ce sont les habitants de l'Italie. Il y a certains municipes dans les provinces aussi qui bénéficient de la citoyenneté romaine. Si vous êtes militaire, vous vous engagez dans l'armée romaine, après 24 ans, vous pouvez vous voir conférer la citoyenneté romaine. Certaines familles achètent, des provinces notamment, achètent la citoyenneté romaine pour eux, pour leurs descendants, et ainsi de suite. En 212, Caracalla décide d'étendre la citoyenneté romaine pour créer une sorte d'unité morale de l'Empire romain. C'est cette nationalité-là que Matoua a à l'esprit. Une citoyenneté d'une plus grande France, où on garde notre identité culturelle en tant qu'Africains, mais on a cette citoyenneté française parce qu'elle nous met au même diapason que les habitants de la métropole.
Et cette citoyenneté française, justement, nous permet de bénéficier des valeurs de la République, qui sont les valeurs de l'égalité, de la liberté et de la fraternité. Ça ne fait pas de nous des blancs, ça ne fait pas de nous des Français, ça fait de nous des gens qui sont au même pied d'égalité que les Français, que les contemporains. Donc, c'est cette citoyenneté-là pour laquelle Matois se bat. Et pour vous montrer comment son combat pour la citoyenneté française est jugé subversif par le colon, eh bien, il est traqué. Il est traqué. Je pense que peut-être je devrais introduire une différence ici fondamentale. Comme je l'ai dit auparavant, les 4 communes du Sénégal, je ne vais pas les citer encore, depuis 1916, certains habitants de ces 4 communes sont des citoyens français. Donc la France se dit, bon, notre présence au Sénégal est très vieille, donc on peut conférer la citoyenneté française aux habitants du Sénégal. D'autant qu'il y a beaucoup de ces habitants-là aussi qui sont des métis, des vieilles familles, etc. On peut leur donner, ils sont plus civilisés, plus avancés, parce qu'ils ont été plus longtemps en contact avec les lumières de la civilisation française. On va leur conférer la citoyenneté. Mais pas en Afrique centrale, pas en Afrique équatoriale, où les gens sont encore dans leur hutte, dans leur croyances mystiques. Il n'y a pas de développement, pas de civilisation. C'est absolument une idée abjecte et subversive pour les Français de vouloir revendiquer la citoyenneté française pour les habitants du Moyen-Congo, du Gabon, du Tchad, de la Centrafrique, de l'Oubangui-Chari. C'est pas possible. C'est un discours qui est intenable. Et c'est pour ça que Matois est poursuivi. C'est pour ça qu'il est pourchassé. C'est pour ça que en 1942, il est torturé et il est assassiné par la France. Pourtant, je me rends bien compte que c'est finalement aussi un résistant, mais bon nombre des Congolais, j'allais dire, ont considéré qu'il était également un collabo, je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui travaillait pour le colon et qui pouvait trahir ses amis auprès des colons. Voilà. Absolument pas. Absolument pas. S'il y a un traître dans toute cette histoire que je raconte dans mon ouvrage, ça serait peut-être quelqu'un comme Malanda Rock. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Malanda Rock. Malanda Rock, c'est justement lorsque je vous parlais de la stratégie employée par les Français pour diviser le mouvement et arrêter la gangrène. L'une des figures que l'administration française utilise à Brazzaville, dans le Poul et dans le Moyen-Congo, c'est quelqu'un qui s'appelle Malanda Rock, qui était un ouvrier des travaux publics, et puis qui est Larry lui-même, mais qui est absolument offusqué de voir l'empire et l'emprise que les amicalistes ont sur les écrivains de Brazzaville, sur les chefs de terre et de tribus dans le Poul et ailleurs. Alors, il crée un tandem avec l'administrateur maire de Brazzaville qui s'appelle Marion, et Malanda Rock, c'est véritablement un traître parce que il accuse les amicalistes, il les débusque. On lui donne même une police privée. Malanda Rock a à sa disposition une police privée en 1933, 34, 35, et ce qu'il fait, c'est il va partout, il a ses espions qu'il a placés partout, dans les villages, dans la brousse, entre guillemets, à Brazzaville, etc., pour essayer de débusquer les amicalistes, de les faire arrêter et puis de les envoyer au Tchad, en Oubangui-Chari et ailleurs. C'est lui le vrai collabo. C'est Malanda Rock, c'est pas Matois. Matois sacrifie sa vie véritablement pour la libération du peuple de l'AEF. Il ne collabore absolument pas. Oui, vous avez dit qu'il a été plusieurs fois d'ailleurs emprisonné et parfois il s'évadait. Est-ce qu'on peut parler de quelque part un caractère de rébellion c'est ce qui expliquerait évidemment cette histoire aussi des 3 francs que les gens ne voulaient pas payer les impôts. C'est comme ça que moi j'ai entendu absolument, dire. Je ne sais pas si c'est comme ça l'histoire.
Absolument. Rebelle, c'est un très bon mot. Matsua est un frondeur. Matsua, c'est quelqu'un il veut la liberté de faire ce que nous voulons, d'être nous-mêmes, d'avoir notre propre identité. Les 3 francs, c'est quoi? Les 3 francs, c'est, comme je vous ai dit, il y a eu une campagne pour recueillir des fonds, parce que la 5e section, la première section de l'amicale des originaires de l'Afrique équatoriale française, c'est la section de Paris. Ensuite, il y a une section à Marseille, il y a une section à Bordeaux, il y a une section au Havre qui est la 4e section. Donc, à part Paris, les 3 villes que je viens de citer, ce sont des ports. Et la plupart des Africains qui viennent en France, ce sont surtout des marins. Donc, c'est très stratégique d'avoir les 3 sections métropolitaines de l'amicale, Bordeaux, Marseille, Havre. Et donc, avec Paris, ça fait 4. Maintenant, en Afrique, il y a une 5e section qui va se créer, c'est la section de Brazzaville. Et dans la section de Brazzaville, les 2 personnes qui sont mises en charge de cette section, c'est Jacques Mayassi et Thénard Kiélé. Mais ces gens-là détournent les fonds, ils amassent des cotisations qu'ils n'envoient jamais à Paris chez Matsua. Alors Matsua, en 1929, décide de déléguer 2 membres de la première section de l'amicale, Balou Constant et Pierre Nganga, il décide de les déléguer au Congo pour justement effectuer des levées de fonds. Et c'est absolument un succès incroyable. Ils vont dans les campagnes, au Pool, ils vont chez les écrivains de Brazzaville, ils traversent même le Pool pour aller à Kinshasa, parce qu'il y a une section à Kinshasa, elle était la sous-section de la 5e section de Brazzaville, mais elle était tellement florissante. Prosper Maoukou était celui qui était à la tête de cette sous-section de Léopoldville, que Matsua décide d'en faire une 10e section. Parce qu'entre-temps, il y a aussi une section à Libreville, à Pointe-Noire, à Port-Gentil, à Bangui. Donc, Kinshasa, c'est la 10e section. Ils amassent des sommes folles, Balou Constant et Pierre Nganga, qui se montent à presque 100 000 francs français à l'époque. Il y a des chefs, le chef Bizal, le chef Congo, qui donnent 1 000 francs. 2 000 francs, c'est beaucoup d'argent à l'époque. Ils amassent de l'argent de façon absolument volontaire pour la cause de l'amicale, pour que l'amicale puisse travailler et nous donner cette liberté dont nous avons besoin à travers, évidemment, la citoyenneté française. Les sommes, comme on le sait, sont confisquées par l'administration française. Il y a un procès, ils sont accusés d'escroquerie, ils sont tous arrêtés, jugés le 2 avril 1930. Le 9 avril, ils sont tous déportés. Matsua se retrouve au Tchad, à Amtiman, et ainsi de suite. Ensuite, ce qui se passe, c'est que l'administration française se rend compte qu'il faut absolument faire quelque chose parce que malgré qu'on a coupé les têtes, décapité le mouvement, eh bien, le mouvement, cette gangrène continue à se répandre, à se propager. Alors, qu'est-ce que fait l'administration française? Ils se disent, bon, nous allons faire de la récupération. Nous allons créer une structure qui s'appelle la CIP, ou les CIP, les Sociétés indigènes de prévoyance, qui vont faire concurrence à l'amicale. Et donc, les gens, pour faire partie de cette CIP, vont cotiser 3 francs. Mais on va leur donner plein de bénéfices, plein d'avantages plutôt. Les avantages, c'est qu'on va leur donner des graines, on va leur donner des tilapias pour qu'ils fassent des fermes de tilapia. On va vraiment les aider, leur donner des petits prêts pour qu'ils se construisent des cases et ainsi de suite, comme on appelle à l'époque. Et les gens n'en veulent pas. Pour les gens, les 3 francs et les CIP, c'est une façon de nous redonner les sommes qui nous avaient été confisquées. On ne veut pas reprendre les sommes qui nous ont été confisquées. Tout ce que nous voulons, c'est Matsua. Et donc, c'est ça tout ce que nous voulons, c'est Matsua. Toutes les offres de l'administration coloniale sont absolument rejetées. Et donc, il y a une fronde et l'administration n'arrivera pas à contenir cette fronde. Et donc, on pourrait dire ou c'est Matsua ou rien du tout. Absolument. Matsua ou rien. Ça, c'est bien dit. C'est Matsua ou rien. Et ce qui est intéressant, c'est que l'histoire continue, devient encore un peu plus croustillante, je dirais, puisque on vote aussi pour Matsua. Voilà pourquoi il y a un chapitre qui s'intitule « Voter pour les os ». Depuis 1936, la première élection de 1936 pour les délégués, 36-37 pour les délégués du conseil d'administration de l'AEF,
eh bien, les gens du Poul et de Brazzaville votent pour Matsoi. En 1945, ils votent pour Matsoi. 1946, ils votent pour Matsoi. En 1952, au Poul, plus de 36% des bulletins de vote sont au nom de Matsoi. 1952. Alors que Matsoi n'est plus là depuis 10 ans quasiment. On continue à voter pour Matsoi. C'est comme vous l'avez vraiment bien dit, c'est Matsoi ou rien. C'est Matsoi ou rien. Alors, on n'a pas parlé de sa vie conjugale. A-t-il eu une vie conjugale? Ça, c'est un autre chapitre. Absolument, Matsoi a une vie conjugale. Matsoi n'est pas un saint. Matsoi, c'est un homme de chair et de sang. Alors, vous arrivez à Paris pendant l'entre-deux-guerres, il y a très peu de femmes noires qui se trouvent à Paris à l'époque, surtout pas des femmes congolaises ou haïtiennes. Alors, Matsoi, qui travaille pour l'assistance publique, qui travaille dans les hôpitaux, il fait la rencontre d'une jeune fille qui est née en 1902, qui s'appelle Julie Plévert. Julie Plévert est née à Auvray, qui se trouve en Bretagne, donc c'est une Bretonne. Et les Bretons à l'époque, ce sont des gens qui sont considérés comme une minorité, comme comme les Irlandais ici à l'époque où ce pays a été créé, ou les Mexicains actuellement, ou les Arabes en France. Voilà un peu comment on considère les Bretons. Les Bretons ne sont pas proprement français dans les années 1920. Et donc, il rencontre cette fille qui est une fille de Salles, d'une origine très modeste. Et donc, ils se mettent en couple. Elle est d'origine fort modeste parce qu'elle est pas éduquée, entre guillemets, parce qu'on a une ou deux de ses lettres qui sont écrites avec un français assez dépouillé, assez modeste. Et donc, ils forment un couple. Ils habitent à la rue Notre-Dame de Nazareth. Je crois que c'est dans le 18 ou 19e arrondissement de Paris. Et ils ont un enfant. Ils ont un enfant, en effet. Parce que même dans le procès verbal d'interrogation de Matsoi au procès du 2 avril 1930, quand on lui demande son état civil, il dit marié, père d'un enfant, alors même que son enfant était déjà décédé. Son enfant, l'enfant de Matsoi, s'appelle André Plévert, parce que Julie elle-même porte le prénom de son père. Son père s'appelait Jules Plévert et elle a été nommée Julie Plévert. Et donc, elle nomme aussi sa fille André Plévert parce qu'elle ne peut pas lui donner le nom de André Matsoi puisque Matsoi est recherché par la police. Et donc, elle est née le 2 février 1929 dans leur petite chambre du mois à la rue Notre-Dame de Nazareth. Elle est née durant un hiver qui était très, très rude en France, très, très rude, et un froid glacial polaire. Et la petite André est morte, je crois qu'elle est morte le 17 avril 1929, 3 jours après l'anniversaire de sa propre mère, quoi. Et donc, oui, en effet, de façon conjugale, Matsoi était en couple. Il n'était pas le seul, hein. Les gens comme André Bikuta, Maurice Lubaki, ce sont des Congolais qui étaient aussi en couple avec des blanches. C'était assez commun à l'époque. Professeur Charles Didier Gondola, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Je sais que l'ouvrage il est tellement volumineux qu'on ne peut pas le terminer aujourd'hui. Oui. C'est une histoire très captivante d'ailleurs. Pour ceux qui voudront bien entendu la découvrir en entièreté, comment doivent-ils faire? C'est-à-dire pour acquérir l'ouvrage? L'ouvrage, par exemple, oui. Absolument. L'ouvrage peut être acheté, peut être acquis sur Amazon, par exemple, à la FNAC, pour ceux qui sont en Europe, notamment en France. Et donc, ça peut être commandé assez facilement. Je crois qu'il y a aussi une édition en ligne, je pense. En fait, il faut aller au site des éditions de la Sorbonne. Mais sur Amazon, en librairie, l'ouvrage se trouve très facilement.
peut s'attendre un jour à un film carrément, c'est-à-dire Un film, pourquoi pas? Parce que sa vie est tellement rocambolesque. tout à fait. Il s'échappe très souvent. Vous voyez, il Mais y au a des... fait, pourquoi il échappe? Parce que finalement, les gens présentaient cela comme le côté mystique de l'homme. Ah, absolument, l'homme est mystique. Euh, je suis tombé sur des écrits de Matsoi et tenez-vous bien, des écrits en arabe. Lorsqu'il est dans sa cellule de Amtiman, euh, euh, au Tchad, Matsoi est donc on l'a mis dans une région où il peut absolument pas communiquer avec les gens puisque les gens ne parlent quasiment pas français dans cette région-là où il se trouve, parlent un dialecte arabe. Et donc Matsoi demande un Coran, on lui donne un Coran, Matsoi apprend à écrire en arabe et il rédige ce qui me paraît, après avoir fait consulter ça à une spécialiste de l'arabe, des prières des prières en arabe qu'il écrit lui-même de sa propre main en arabe. Et donc c'est quelqu'un de très mystérieux. Il y a véritablement, c'est une personne, je dirais, je suis d'accord avec ceux qui pensent que Matsoi était un mystique, il était sans doute un mystique. Mais ce n'était pas vraiment le côté qui m'intéressait dans cet ouvrage. Ce qui m'intéressait, c'était un peu le versant politique, la dimension politique, parce que je pense que l'historiographie de Matsoi, il faut ici quand même citer le nom de Martial Sinda, qui a été celui qui a travaillé le plus sur Matsoi. Il a fait une biographie de Matsoi, il a fait un travail qui s'appelle le messianisme congolais. Martial Sinda n'a pas eu accès aux mêmes archives. Martial Sinda fait un peu abstraction, ou bien ne parle pas, ne couvre pas le moment, la grande période que Matsoi passe à Dakar et en France. Et pour moi, c'est très important parce que c'est vraiment la maturation de ces idées politiques qui s'élaborent dans ces deux lieux, Dakar et puis Paris. Donc, moi, ma préoccupation, c'était véritablement de vous présenter le Matsoi politique qu'on a eu tendance à cacher sous les oripeaux du Matsoi mystique, du Matsoi religieux, du Matsoi qui est adoré, que l'on prie, tout ça, ainsi de suite, quoi. Et qu'est-ce que l'on peut retenir en définitive de Matsoi? Ce que l'on peut retenir de Matsoi, c'est que d'abord, la première leçon, c'est que dans la vision politique moderne de l'Afrique, il n'y a pas de place pour se recroqueviller dans l'ethnie et dans ce qu'on appelle tribu. D'accord? C'est pas ça qui va nous aider à nous sortir des problèmes dans lesquels nous nous trouvons. Donc Matsoi avait compris ça déjà avant beaucoup de gens. Il avait compris que la tribu ou l'ethnie n'était pas le cadre où nous pouvions affronter la modernité. Mais c'est dans un cadre beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, qui est le cadre du panafricanisme. Il avait compris ça déjà depuis très longtemps. Ça, je crois que c'est vraiment la leçon fondamentale. Deuxième leçon, il y en a une deuxième. Alors, on a accusé Matsoi de mener un train de vie extravagant à Paris. Ça, on retrouve ça sous la plume de certains vulgarisateurs coloniaux, des gens qui sont ennemis de l'amicale, évidemment, aussi bien les missionnaires que les administrateurs coloniaux. Alors, Matsoi mène un train de vie absolument extravagant à Paris. Il a des serviteurs blancs, etc., qui le servent. Il vit dans un appartement absolument grandiose. C'est pas du tout le cas. Matsoi vit une vie d'ascète quasiment. Il vit comme un moine. Je vous l'ai dit, il a son propre commerce au Hall. Il vit généralement avec sa femme dans les chambres du mois que l'on paye chaque mois. Donc, il vit de manière très, très, très dépourvue, très, très austère même, alors qu'il brasse des sommes folles, beaucoup d'argent viennent du pays, viennent des cotisations des membres.
Mais il n'utilise pas ça à ses propres fins. Il utilise ça justement pour faire vivre l'organisation qu'il a créée et toutes les sections qui se trouvent à Paris et puis ailleurs. Et donc, je crois que ça, c'est la deuxième leçon que nous pouvons tirer de Matois, c'est la probité, c'est l'intégrité. Et malheureusement, les politiques que nous avons aujourd'hui ne pratiquent pas. Ne connaissent pas ce vocabulaire. Exactement, exactement. En tout cas, merci, professeur, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire de l'Afrique et des études afro-américaines à l'université Indiana aux États-Unis. Nous reviendrons pour continuer la suite parce que, comme je l'ai dit, l'ouvrage est tellement volumineux qu'on ne pouvait pas le terminer aujourd'hui. Il y a plusieurs autres aspects qui sont très importants d'ailleurs. Et de toute façon, c'est une série, probablement des émissions qui vont se suivre pour faire comprendre, sinon faire revivre ce personnage, faire revivre Matua qui apparemment a tenté d'être jeté dans les oubliettes parce que à l'heure où nous parlons, si vous posez la question aux jeunes Congolais, notamment qui sont âgés je peux abuser jusqu'à pratiquement 50 ans. Lorsque vous leur posez la question de savoir, connaissez-vous Matua André, c'est sûr et certain qu'ils vous diront aucune idée. Et c'est quand même affreux de constater qu'on a eu un personnage comme ça, un Congolais de surcroît, mais qui, voilà, a été oublié de tout le monde. On a forcé, en fait, à la nouvelle génération d'oublier ce personnage qui pouvait, bien entendu, inspirer beaucoup de jeunes aujourd'hui pour un Congo probablement beaucoup mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. En tout cas, merci une fois de plus d'avoir accepté. Merci à vous, Monsieur Perrin, de m'avoir invité à cette émission. Le dernier mot, c'est simplement de faire comprendre aux Congolais que Matsua appartient à tout le monde. Il n'appartient pas à un groupe particulier. C'est vraiment un don que voilà, un don qu'on nous a donné. Voilà, j'allais dire Dieu, j'allais dire un don de Dieu. Ben, naturellement, le Dieu, il est pour tout le monde. Alors, exactement. Merci en tout cas. Merci à vous. Ok, à vous aussi, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. La prière, vous la connaissez, c'est de liker et de partager. Pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur TLR TV, alors abonnez-vous pour ne rien manquer des programmes TLR TV. Moi, je vous dis donc au revoir et à très bientôt. Merci.